Vous savez, quand les gens parlent de cinéma, il y a un débat qui revient sans cesse, à savoir, qu'est-ce qui fait un film? Habituellement, on a deux mouvements qui s'affrontent. D'un côté, le tout venant, le public lambda, et de l'autre, les cinéphiles. Je vous vois venir sur le fait que je vais taper sur ces pauvres petits innocents qui ne font que défendre leur art. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors évidemment, il y a des gens qui se définissent comme cinéphiles et qui acceptent tout type de cinéma. Mais ici, je veux vraiment parler des cerbères qui se placent en gardiens de leur art et prônent que la plèbe ne peut pas parler du 7e art, car ils n'ont pas compris le film. Et ce, évidemment, si la plèbe ne va pas dans leur sens. Donc aujourd'hui, on va parler de ces cinéphiles qui n'aiment pas le cinéma. Dans un premier temps, on va définir nos deux camps. D'un côté, ceux qui vont majoritairement voir les blockbusters, et de l'autre, ceux qui ne jurent que par les films hongrois muets en noir et blanc. Évidemment, ceci est une énorme caricature qui provient des deux camps. D'un côté, ceux qui apprécient les blockbusters ne sont pas forcément les débiles que l'on veut faire croire, et de l'autre, les cinéphiles se défendent en disant qu'ils ne regardent pas ces fameux films hongrois. Et on les comprend, qui irait voir ce genre de film? Bonjour. Parenthèse. Parfois, vous me voyez dans ce décor. C'est pas juste un décor, c'est ma vraie collection de DVD. Et d'ailleurs, c'est qu'une partie. Là, par exemple, vous avez des DVD. Eh bien, derrière, vous en avez le même nombre. Mais tout ça pour dire que j'ai regardé de tout horizon et de toute époque. Et ce, depuis quelques modestes décennies. Et dedans, il y a autant des blockbusters que des films dont vous avez jamais entendu parler. C'est pas très bien d'ailleurs. Et si je fais une rapide raid de 3 de tous les films que j'ai vus en une année, je dois être pas loin des 10 000 films vus au total. Ce qui devrait, je pense, régler le problème du bagage culturel. Fin de la parenthèse. Oui, parce que bien souvent, les deux premiers arguments des cinéphiles, c'est de se défendre de ne pas regarder ces films hongrois, et puis dans la foulée, de dire que si on n'a pas compris le film, c'est parce qu'on n'a pas un assez bon bagage culturel. Si vous y voyez une certaine dichotomie, c'est parfaitement normal. Parce que quand on les écoute, eux aussi regardent des blockbusters. Alors, pas dans le sens les films à gros budget pour le grand public, mais en y regardant de plus près, c'est les films dont tout le monde parle. Le film d'auteur qui a fait parler de lui et que donc, il faut aller voir. Ce qui, au final, rend leur bagage cinématographique aussi pauvre que le camp d'en face. Dès qu'ils vont nous parler du vrai cinéma, pas du cinéma populaire, ça va systématiquement nous sortir du Tarkovsky, du Lynch, du Malick et bien entendu, du sacro-saint Godard. Alors, soyons clairs, j'ai rien contre Godard, mais j'ai pas spécialement du pour non plus. Le truc avec ces réalisateurs, ce n'est pas tant de se demander s'ils font du cinéma véritable, mais surtout pourquoi on considère ça comme étant du cinéma véritable. Parce que le Jean-Luc, c'était dans les années 60. À ce moment-là, le cinéma en est déjà à la moitié de sa vie. Donc quoi, tous les cinéastes avant Godard, c'était pas du cinéma qu'ils faisaient? Bon, je vais vous poser une question fort simple. Est-ce que Godard a cette place parce qu'il est le génie qu'on décrit? Ou est-ce qu'il est un génie parce qu'on l'a mis à cette place? Parce que les règles du cinéma, elles sont pas apparues toutes seules. Il a bien fallu que des gens les définissent. Donc, qui les a définies? Et sur quels critères? Bon, la réponse, elle n'est pas tellement compliquée, c'est les cahiers du cinéma. Il n'y a pas forcément eu qu'eux, mais ils ont quand même vachement popularisé le truc. Et parmi les critiques présentes dans le magazine, qui est-ce qu'on retrouve? Jean-Luc Godard. Donc le gars, il a fait des films pour que ses copains de la revue la plus populaire de l'époque disent que ces films, c'était trop de la bombe. Alors qu'en vrai, les cahiers du cinéma, c'était juste une bande de rebelles. Avant eux, il existait un cinéma plus communément appelé la qualité française, qui avait ses règles et tout le reste. Et en fait, Godard et compagnie, la qualité, ça les fait chier. Trop droit, trop académique, fallait changer tout ça. Mais est-ce que ça en fait plus du vrai cinéma que celui d'avant? Tiens, ça me rappelle une autre histoire. Est-ce que vous êtes familier avec ce tableau de Claude Monet? Ce tableau, il s'appelle Impression Soleil Levant. Il faut savoir qu'à l'époque, la peinture, ça répondait aussi à des règles académiques. Fallait pas avoir un coup de pinceau qui dépasse, fallait que la perspective soit bonne, etc. Et là aussi, les jeunes peintres qui apprennent leur art avec ces règles, ça les fait chier. Donc un bon matin, Monet, il pose son chevalet, il prend sa toile, il peint ce truc qui, techniquement, au sens académique et artistique du terme, n'est pas une peinture. Ça ne répond juste pas aux règles. Et pourtant les gens ont aimé, et l'impressionnisme était né. Et à partir du moment où le nom a été lâché, il a obtenu ses règles. Il est devenu une certaine norme. Cependant, personne n'ose dire que ce tableau, qui est une peinture académique, ce n'est pas de la peinture. Donc pourquoi ce film ne serait pas également du vrai cinéma? Et surtout, l'impressionnisme, ça n'a pas été la pierre finale à l'édifice. Parce qu'une nouvelle génération a jugé que ce qu'ils avaient fait, c'était bien,
mais que ça restait encore trop académique, ce qui donnera finalement l'expressionnisme. On pourrait encore digresser longtemps sur les courants de peinture tellement il y en a, mais ça pose surtout une vraie question. Si la nouvelle vague est le pendant de l'impressionnisme, qu'est-ce qui empêche un jour un nouveau courant d'émerger et que la nouvelle vague soit jugée comme trop académique? Car malgré tout, elle répond à des règles. Ah mais quelque part, c'est déjà ce qu'a fait la nouvelle vague, mais pour ça on va devoir revenir un peu en arrière. En janvier 1954, François Truffaut sort dans les Cahiers du cinéma un article intitulé « Une certaine tendance du cinéma français » et dans lequel il se plaint de cette qualité française, qui, même si le nom ne semble pas le faire penser, est quand même très péjoratif. En gros, pour résumer l'article, ce que fait Truffaut, c'est de se plaindre que les films sont nuls parce que les scénaristes sont plus importants que les réalisateurs, ce qui donnera un an plus tard sa fameuse politique des auteurs. Ce qui veut dire que selon eux, les scénaristes ne sont pas des auteurs, quand bien même qu'une grosse partie d'entre eux sont des auteurs de romans. On y reviendra plus tard. En somme, on est quand même face à du bon gros mépris. Et la qualité française, à la base, ce n'était pas une mauvaise chose. Dans les années 30, c'était le cinéma à la mode. C'est après-guerre qu'il est devenu ce cinéma qualifié comme conformiste, dénué de sa saveur d'antan. Toujours selon Truffaut, Godard et compagnie. Vous commencez à le sentir, le serpent qui se mord la queue? Parce que des bons films qui mettaient plus en avant leur scénario que leur réalisation dans les années 50, il y en avait. Mais à force de critiquer, la nouvelle vague a fini par effacer tout un pan de ce qui était le cinéma à l'époque pour donner leur vision. Et on dit bien leur vision, ça veut dire qu'elle est ni bonne ni mauvaise, et surtout qu'elle ne devrait pas faire autorité sur les autres. Encore une fois, personne ne voudra jamais effacer le fait que le naturalisme, c'est de la vraie peinture. Mais le fait est que le scénario dans un film, il n'est pas sorti de nulle part non plus. Il y a eu un moment où quelqu'un a décidé de prendre une caméra et d'en faire une histoire. Et cette personne, c'est Méliès. Alors techniquement, c'est pas Méliès. La première œuvre narrative du cinéma est en réalité La Fée aux choux d'Alice Guy. Ce qui veut dire que la première fiction cinématographique a été faite par une femme. On pourrait aussi parler de L'arroseur arrosé, mais on est plus dans le domaine du gag que de la véritable fiction. Quoi qu'il en soit, Méliès et son voyage dans la Lune est souvent cité comme étant le premier film mettant en scène une histoire. Mais c'est pas pour autant le premier film. À cette époque, le cinéma, c'est surtout le cinéma des vues, des frères Lumière. Alors, on va pas parler de classique parce qu'au final, la fiction est arrivée assez vite, mais c'est arrivé en réponse à ce cinéma qui ne racontait pas d'histoire. En gros, si les cahiers du cinéma eussent existé en 1900 et que Méliès en fût une critique, il y aurait eu de fortes chances qu'il critiquât la méthode classique et qu'il mit le scénario en première position. L'imparfait du subjonctif, il était obligatoire. L'évolution d'un art, ça a toujours été fait en réponse à ce qu'il y avait avant. Et paradoxalement, ce qu'a instauré les cahiers du cinéma, c'est devenu académique. Littéralement, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de cinéma. D'une certaine manière, ce que les cinéphiles défendent aujourd'hui, c'est ce que les cahiers du cinéma critiquaient à l'époque. Donc pour en revenir aux cahiers du cinéma, pourquoi est-ce que leur critique du 7e art serait plus pertinente qu'une autre? Par exemple, pourquoi oublier cette citation? Pour faire un bon film, vous avez besoin de 3 choses. Le script et le script. Vous savez qui a dit ça? Le maître du suspense lui-même. Et vous savez qui ont été les premiers à reconnaître le talent d'Hitchcock? Les cahiers du cinéma. Quand le type que tu idolâtres fout en l'air toute ta thèse avec une citation, ça la fout mal. Notez que c'est peut-être pas lui qui l'a dit en premier. Henri-Georges Clouzot ayant une citation similaire. Et j'ai pas trouvé qu'il l'a dit en premier. Par contre, Clouzot, il était pas mal critiqué par la nouvelle vague. 2 poids, 2 mesures. Et d'ailleurs, cette citation, du moins une version, elle m'a été donnée durant mes études. Un film avec un bon scénario et une mauvaise réalisation sera toujours mieux qu'un film avec une bonne réalisation et un mauvais scénario. Oui, je sais, dans les écoles de cinéma, on dit exactement l'inverse, mais ça prouve bien que chacun voit midi à sa porte pour défendre sa vision du 7e art. Ou toute autre vision de n'importe quel art d'ailleurs. Ouais, on a déjà parlé de peinture, mais il y a d'autres arts qui ont les mêmes cerbères. On y reviendra plus tard. Au final, la personne la mieux placée pour nous parler de cinéma, est-ce que ce serait pas Ricciotto Canudo lui-même? Pour les 3 qui dormaient dans le fond de la classe, Ricciotto Canudo est un Italien né en 1877 et qui possède un nombre incroyable de casquettes. Le type, il était écrivain, romancier, poète, philosophe, critique d'art, critique littéraire, critique de cinéma, musicologue et scénariste. Et en 1920, il va signer un article dans lequel il dit ceci. Tous les arts, avant de devenir un commerce et une industrie, ont été, à leur origine, des expressions esthétiques de quelques poignées de rêveurs. Le cinématographe a eu un sort contraire, commençant par être une industrie et un commerce, maintenant il doit devenir un art. On veut accélérer le moment où il le deviendra pour de bon. Donc pour vulgariser très très fort, pour lui à l'époque, ce qui fait un film, ce n'est ni la façon de filmer, ni l'histoire qu'il va raconter,
mais le pognon qui va rapporter, ce qu'on appellerait aujourd'hui le film de producteur. Mais avant ça, il avait déjà manifesté son envie d'en faire un art, dans un essai intitulé « La naissance d'un sixième art ». Oui, sixième, pas septième. Et au final, ce qui est le plus important, c'est comment il va définir le cinéma, à savoir l'art qui va réunir les 5 éléments artistiques. Le son, l'image, le mouvement, l'interactivité et le langage. Et au passage, c'est pour ça qu'on définit le cinéma comme regroupant tous les arts, parce qu'ils intègrent tout ce qui fait un art, pas parce qu'ils intègrent tous les arts selon Hegel. Ce qui ne fait de toute façon pas de sens, puisque pour Canudo, les 6 premiers arts, c'est même pas les mêmes. Oui, entre-temps, c'est devenu le 7e. Et même s'il est question d'image dans la définition, il est aussi question de langage. Cadrage et cinéma sont autant liés qu'histoire et cinéma. Et au final, tout ça, ce ne sont que des points de vue sur des gens qui donnent leur avis sur ce qu'est l'art. Et pourtant, nos cinéphiles adorés continuent de séparer les deux. Il est temps de se plonger dans l'autre partie du problème. Parce que oui, il y a un argument qui sort assez souvent et qui fait office d'autorité, un peu comme une carte joker qui dirait que eux, ils ont raison. Sauf que cet argument, encore une fois, c'est juste un point de vue. Si c'est l'histoire qui vous intéresse dans un film, alors lisez un bouquin. Ce à quoi je vous répondrai, si ce qui vous intéresse c'est la mise en scène, allez au théâtre, et si c'est le cadrage, ouvrez votre album photo. Ah, argument stupide, contre-argument pas plus malin. Parce qu'il y a une légende qui tourne autour du cinéma, comme quoi le plus important ce serait... Ben en fait, même les cinéphiles ne sont pas d'accord entre eux. Pour certains, c'est le cadrage, pour d'autres, ça va être le montage, et pour encore d'autres, ça va être la mise en scène. Autant dire que sur ce point, ça part déjà pas gagnant. Mais en plus, cette idée, elle a pas tellement de légitimité, et pour ça, on va devoir retourner un paquet d'années en arrière. Nous sommes en 1766. Qu'est-ce qui se passe? Ben en 1766, le cinématographe n'est pas encore inventé. Donc il peut pas y avoir de caméra. Ouais, c'est une image, on n'est pas réellement en 1766. C'était pour être raccord avec l'année, moi je trouvais que c'était logique. Et dans ta logique, pourquoi est-ce qu'ils entendent toujours le son? Ah ouais, c'est vrai. Donc en 1766, un dramaturge et écrivain allemand du nom de Gotthold Ephraim Lessing va pour la première fois théoriser les différences entre les arts dans un livre intitulé Laocoon, du nom du Troyen mettant en garde ses camarades contre ce fameux cheval offert par les Grecs. Il dit qu'il voit pas le rapport. Dans ce livre, il doit faire la différence entre les arts plastiques qui sont liés au spatial et la poésie qui elle est temporelle et c'est vachement mieux. Comprenez par là qu'on est face à un écrivain qui dit que les autres arts c'est pas mal, mais le sien est quand même vachement meilleur. Ce qui va nous ramener au début 20e où notre Canudo va nous dire que le cinéma est à la fois spatial et temporel. L'autre raison de pourquoi ça regroupe tous les arts. Et là, vous vous demandez sans doute où est-ce qu'on veut en venir avec cette histoire d'allemand et d'italien. Tout simplement à cet endroit précis, au début du XXe siècle, le langage de l'art n'existe tout simplement pas. Et j'en veux pour preuve, personne ne parle jamais du langage spécifique de la sculpture ou de la peinture, ou de la bande dessinée même. Et pour ça, on va devoir faire intervenir un troisième homme qui est, ce coup-ci, soviétique. Sergei Mikhailovich Eisenstein est un décorateur de théâtre, metteur en scène, réalisateur, scénariste, monteur, mais surtout théoricien. On va pas revenir sur la vie du bonhomme parce que... on n'a pas 8 heures, mais la partie la plus importante, c'est celle de théoricien. Il va notamment s'intéresser aux mathématiques chinoises. Si vous voyez pas le rapport, c'est normal. C'est juste pour dire qu'il a théorisé sur plein de sujets. Et donc il va théoriser sur le cinéma en nous disant que ce qui est important dans cet art, c'est son montage. Pour lui, c'est la juxtaposition des plans qui transmet les émotions au spectateur. Et notez bien qu'il ne dit ça que pour le cinéma, il ne théorise pas ce qui transmet les émotions dans la danse ou la photographie. Ce à quoi va se confronter la vision d'André Bazin, un critique français qu'on va retrouver parmi les fondateurs des cahiers du cinéma. Encore. Notre monde est tout petit. Pour lui, le plus important dans un film, c'est le réalisme et notamment les plans séquences. Ce qui est à l'opposé totalement du montage. Donc encore une fois, on est avec des visions différentes du même art, et suivant l'école qu'on a suivie, on va définir que dans le cinéma, c'est l'un ou l'autre qui est le plus important. Mais ça reste surtout des avis, avec lesquels les gens sont pour ou contre, et pas une vérité absolue. Cette idée de ce qui est important dans le cinéma, c'est une construction qui est assez récente et qui n'a aucune valeur réelle. D'ailleurs, jusqu'à présent, je n'ai encore rencontré personne qui arrivait à m'expliquer pourquoi le cinéma, c'était forcément ça. Notons d'ailleurs que cette croyance, elle touche un autre art, celui du jeu vidéo. Bien souvent, un cinéphile qui se trouve être aussi un pro de la manette va définir que le cinéma, c'est la mise en scène, et que le jeu vidéo, c'est le gameplay. Ce qui est un argument
tout aussi débile. Et quand il parle de bande dessinée, il la définissent par quoi? Par absolument rien, il n'y a jamais que le cinéma et le jeu vidéo qui sont pris en exemple, ce qui prouve bien la vacuité de cette pensée. En fait non, il y en a un troisième. La littérature dont le point central serait... l'histoire justement. Et je pense n'avoir jamais vu une affirmation autant à côté de la plaque. Parce que non, un roman, ce n'est pas que l'histoire. Si on doit faire un parallèle entre la spécificité du cinéma et celle de la littérature, alors cette spécificité serait le style de l'auteur. Dans un livre, les tournures de phrases, c'est la mise en scène des mots. Donnez une même histoire à Victor Hugo ou Terry Pratchett et vous finirez avec un roman totalement différent, tant sur le ton que sur la forme, comme quoi c'est pas si anodin que ça. Par exemple, j'aime bien les histoires de Philippe K. Dick, mais je suis content qu'on en ait fait des films, parce que j'aime pas lire ses bouquins. D'autant plus que de limiter la littérature à l'histoire qu'elle raconte, c'est limiter la littérature tout court, parce qu'il y a des romans qui ne racontent pas d'histoire. Pour exemple, on peut prendre la nouvelle d'Herman Melville, de papa de Moby Dick. Bartley, ou le fameux Bartley, refuse tout simplement de lancer l'action qui débuterait l'histoire classique. Ou encore, Finnegan's Wake de James Joyce, réputé pour être l'un des romans les plus difficiles à lire. Tout simplement parce que l'histoire n'est pas au centre de l'œuvre. Mais en plus, dire que l'histoire est pas importante dans un film, ça me fait dire que les cinéphiles n'ont pas vraiment compris ce qu'était le cinéma. Parce que s'il est facile de se fendre d'un message assassin à l'encontre d'une personne qui a fait une critique un peu trop orientée scénario du dernier grand film sorti, s'attaquant ainsi à une personne qui a trop peu de bagages selon eux, c'est aussi cracher à la figure de toute personne qui s'est levée un matin avec l'envie de raconter une histoire, et de le faire par le prisme du cinéma. Des gens comme Kubrick, Tarantino, Anderson, l'autre Anderson, les frères Cohen, Lucas, Helgeland, et bien entendu des gens comme Godard, Malick ou Tarkovsky. Faut pas oublier que les œuvres cinématographiques sans narration, ça existe aussi, et les œuvres prônées par les cinéphiles n'en font bien souvent pas partie. Par exemple, pourquoi est-ce qu'ils ne citent jamais Koyaa, Niskatsi, ou en réalité n'importe quel documentaire? Ouais, le cinéma c'est très vaste en vrai. Donc pourquoi est-ce que Godard, Malick et Tarkovsky ont fait des films plutôt que d'écrire des livres? Vu que, de leur point de vue, quand on a une histoire à raconter, il faut mieux le faire par le prisme de la littérature. Ce qu'on oublie bien souvent, c'est que le cinéma, c'est un médium. Et je dis pas ça de manière péjorative. Tous les arts sont des médias. Tous les arts peuvent servir à raconter une histoire. Vous savez, c'est un peu la même critique que l'on donne à ces jeux qu'on définit comme films interactifs, parce qu'il y a plus de narration que de gameplay. Ce qui est toujours un argument qui ne veut rien dire, comme on l'avait expliqué dans une précédente vidéo. Il y a des jeux qui se concentrent plus sur leur histoire que sur leur gameplay. Mais ça ne change pas leur statut de jeu, tout simplement car le créateur a défini que c'était là le meilleur médium. Autre exemple, prenez ce tableau, la scène de Vinci. Bon, ça raconte une histoire, c'est un instant figé de la scène, le dernier repas, prenez, ceci est mon sang, et tout le tralala. Mais qui oserait dire que c'est pas une peinture? Parce que clairement, De Vinci, il voulait plus raconter cette scène que de faire un beau tableau. Critiquer la place de l'histoire dans le cinéma, c'est pas seulement dire aux spectateurs ce qu'ils doivent regarder, c'est dire aux cinéastes ce qu'ils doivent réaliser. Histoire et cinéma sont étroitement liés depuis plus d'un siècle, tout comme les autres arts. Mais les critiques cinéma semblent être les seuls à vouloir casser ce lien. Et si j'étais mauvaise langue, je pourrais leur retourner un de leurs arguments fétiches. Si pour vous l'histoire d'un film n'est pas importante, c'est que vous n'avez pas compris ce que devait être une histoire. Parce que vous savez ce qui est l'argument le plus insultant pour moi dans ce débat? C'est pas tant de dire que les consommateurs de blockbusters ne comprennent pas le cinéma, ni même de résumer la littérature à simplement son histoire. Non, c'est de dire que pour regarder un blockbuster, il faut se contenter de débrancher son cerveau. Si la réalisation n'est pas importante, alors il n'est pas nécessaire de réfléchir à ce qu'il raconte. Du coup, quand on lit un bouquin, faut pas réfléchir non plus, vu qu'il y a que l'histoire qui compte. Écrire une histoire, c'est pas forcément à la portée du premier venu. Enfin si, tout le monde peut raconter une histoire, mais c'est comme planter un clou, c'est pas pour ça que le clou sera bien planté. Une histoire, ça doit répondre à un schéma qui est complexe et où le moindre grain de sable dans le mécanisme peut faire passer une œuvre de chef-d'œuvre à navet. On pourrait en parler longuement de tous les ingrédients nécessaires pour faire une bonne histoire, de la complexité des personnages, de l'importance de l'intrigue et de tous les tropes qui facilitent la compréhension pour le spectateur. Et l'histoire racontée dans un film n'est pas la même que l'histoire d'un livre ou d'un tableau. Le médium va influencer son histoire. Une façon de dire que non, raconter quelque chose en film ou en livre, c'est pas la même chose. Par exemple, l'histoire d'un livre ou d'une BD va avoir une fonction très spécifique, unique à leur média, celle qu'une fois arrivé à la fin d'un chapitre ou d'une planche, il faut donner envie au lecteur de tourner la page. De même pour les séries télé, dont la façon de construire une histoire tourne autour de moments clés juste avant la coupure pub, histoire de vous donner envie de rester et qu'on vous remplisse votre temps de cerveau disponible. Ou encore les actes d'une pièce de théâtre qui devait durer le temps d'une bougie.
Et ça, c'est uniquement sur la façon mécanique pour qu'une histoire fonctionne et son rapport aux médias. La spécificité si chère aux critiques cinéma, elle est importante pour raconter l'histoire. Un livre ne va nous fournir que les informations qui lui sont décrites, l'auteur devant mettre le doigt dessus, là où un film qui possède un cadre peut mettre des éléments dans le fond de son décor, semblant anodins au départ, mais pouvant se révéler importants pour le regard attentif. Et là où un jeu vidéo nous permettra de nous rendre dans des lieux qui seraient théoriquement hors champ dans le cinéma. À chaque médium, sa façon de dire son histoire. Pensez que devant un blockbuster, il faut éteindre son cerveau et ne pas trop réfléchir, il n'y a qu'une seule et unique personne qui le dit, les cinéphiles. Alors que justement, il faut se poser la question de pourquoi les personnages sont comme ça, pourquoi est-ce qu'ils font telle action, qu'est-ce que ça raconte sur eux, sur l'histoire, sur la narration, et sur ce que l'auteur a voulu dire. Il faut réfléchir à pourquoi l'histoire est racontée de cette manière, et pourquoi, tout simplement, elle nous est racontée. Et le fait qu'une histoire et son message ne soient pas subtils, c'est pas grave. Le but à la base, c'est d'être compréhensible et de faire passer son message. Si ça le fait avec un grand panneau néon et que votre critique c'est « bon, le message il est pas très subtil », bah c'est que, par conséquent, l'auteur a réussi son but. Ça n'en fera pas la plus grande histoire de tous les temps, mais parfois c'est bien aussi une histoire simple. En conclusion, je dirais que ce qui devrait prévaloir dans un film, ce n'est ni son cadrage, ni son montage, ni sa mise en scène, ni même son histoire en vrai, mais la raison pour laquelle le film a été fait. Quand Georges Perec a écrit La Disparition, il avait plus la volonté de faire un roman sans la lettre E qu'une bonne histoire. Quand Edvard Munch a pas son cri, il voulait plus représenter un état d'anxiété qu'un paysage réaliste avec pas un coup de pinceau qui dépasse. Et quand une personne veut raconter une histoire, même par le cinéma, on se doit de penser l'œuvre par le prisme de cette histoire. Il n'y a pas un cinéma, mais autant de cinéma qu'il y a de réalisateurs, de scénaristes et de spectateurs. Et c'est quand vous aurez compris ça que vous pourrez commencer à aimer le cinéma. Et si la prochaine fois que vous voyez une personne critiquer un film par rapport à son histoire et que ça vous horripile, dites-vous juste qu'il est critique d'histoire et pas critique de cinéma. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grimsqueaker pour vous servir.